Rome, un nom qui résonne à travers les siècles, porteur de gloire, de conquêtes et de légendes. À l'origine, ce n'était qu'un petit village perdu au cœur du Latium, entouré de collines et bordé par le Tibre. Mais de cette terre modeste allait naître l'un des empires les plus puissants que l'humanité ait jamais connus. Selon la légende, tout commença avec deux frères jumeaux, Romulus et Rémus, abandonnés à la naissance, puis recueillis par une louve. Cette image mythique, transmise de génération en génération, illustre la force et la ténacité qui allaient définir Rome pour toujours. En 753 avant Jésus-Christ, Romulus traça les premières murailles de la cité qui porteraient son nom. Rome était née. À travers les siècles, cette cité allait grandir, se transformer et défier le temps. Elle connut des batailles sanglantes, des victoires éclatantes, des empereurs sages et d'autres cruels, des révoltes, mais aussi des périodes de paix et de prospérité inégalées. Rome ne fut pas seulement une puissance militaire, elle fut aussi le berceau d'une civilisation qui marqua profondément le monde. Ses routes, ses lois, ses monuments et sa culture continuent encore aujourd'hui de façonner notre quotidien, bien des siècles après sa chute. Mais derrière cette grandeur se cache aussi une vérité universelle. Aucun empire, aussi puissant soit-il, n'est éternel. Il y a bien longtemps, bien avant que Rome ne devienne l'un des plus grands empires de l'histoire, naquit une légende. Tout commence avec Énée, un héros troyen qui, après la chute de Troie, traversa la Méditerranée pour fonder une nouvelle cité. Selon la mythologie, ce sont ses descendants qui, plusieurs générations plus tard, allaient donner naissance aux fondateurs de Rome. Parmi eux, deux frères jumeaux occupent une place centrale, Romulus et Rémus. Abandonnés à leur naissance sur les rives du Tibre, condamnés à mourir, ils furent miraculeusement sauvés par une louve. La bête sauvage les allaita et les protégea, jusqu'à ce qu'un berger les recueille et les élève. Devenus adultes, les deux frères décidèrent de bâtir une ville à l'endroit même où ils avaient été sauvés. Mais un conflit éclata entre eux. Romulus voulait fonder sa cité sur le Palatin, tandis que Rémus préférait l'Aventin. La rivalité se transforma en tragédie. Romulus tua son frère et devint le seul maître de la nouvelle ville qu'il baptisa de son propre nom, Rome. C'était en 753 avant notre ère, selon la tradition. Cette fondation mythique n'est pas qu'un simple récit légendaire, elle illustre la force, le courage, mais aussi la violence qui allait marquer toute l'histoire romaine. Peu à peu, ce petit village de bergers et de guerriers allait croître, s'organiser et s'imposer comme une puissance régionale. De la louve nourrissant deux enfants perdus jusqu'à l'avènement d'un empire colossal, les origines de Rome sont le point de départ d'une aventure qui a façonné le destin du monde occidental. Après avoir assuré sa domination sur la péninsule italienne, Rome se tourna vers un ennemi redoutable, Carthage, cité puissante de l'Afrique du Nord, maîtresse de la Méditerranée occidentale. De cette rivalité naquirent les fameuses guerres puniques, trois conflits épiques qui allaient décider du destin du monde antique. La plus célèbre fut la deuxième guerre punique. En 218 avant Jésus-Christ, un général carthaginois du nom d'Hannibal Barca entreprit un exploit qui marqua l'histoire. Avec une armée composée de fantassins, de cavaliers et même d'éléphants de guerre, il franchit les Alpes enneigées pour surprendre Rome. Son audace sema la panique. Jamais la République n'avait été autant menacée. Les batailles de Trébie, du lac Trasimène et surtout de Cannes
furent des désastres pour Rome. Les légions, pourtant réputées invincibles, furent écrasées. Mais malgré ces victoires, Hannibal ne parvint pas à prendre la ville de Rome elle-même. Rome, fidèle à sa ténacité, trouva un stratège à sa hauteur, Scipion l'Africain. Celui-ci porta la guerre en Afrique et força Hannibal à rentrer défendre Carthage. En 202 avant Jésus-Christ, la bataille décisive de Zama mit fin à l'aventure carthaginoise. Hannibal fut vaincu et Carthage dut s'incliner. Rome sortit de cette guerre plus forte que jamais. Mais la République ne s'arrêta pas là. Après Carthage, ce fut au tour de la Grèce, puis de l'Asie mineure, de tomber sous la domination romaine. Peu à peu, Rome devint la puissance dominante de la Méditerranée, que les Romains appelaient désormais Mare Nostrum, notre mer. Cependant, ces conquêtes eurent un prix. Les richesses affluaient à Rome, mais elles provoquaient aussi des inégalités sociales grandissantes. Les grands propriétaires s'emparaient des terres, réduisant les petits paysans à la misère. Les esclaves, venus par centaines de milliers des territoires conquis, bouleversaient l'économie et la société. Ainsi, derrière les triomphes militaires, la République romaine voyait naître les premières tensions qui, tôt ou tard, allèrent la conduire au chaos. Mais à ce moment-là, Rome se croyait invincible, maîtresse incontestée du monde connu. Au 1er siècle avant notre ère, Rome n'est plus une simple cité italienne. C'est déjà une puissance méditerranéenne. Mais derrière sa gloire militaire, la République romaine est fragile. Les institutions sont corrompues, les élites s'affrontent, et le peuple, accablé par les inégalités, réclame des réformes. C'est dans ce contexte troublé qu'émerge une figure destinée à bouleverser l'histoire. Jules César. Issu d'une ancienne famille patricienne mais sans fortune immense, César se distingue très tôt par son intelligence, son charisme et son ambition sans limite. Habile orateur, il sait conquérir le cœur du peuple grâce à des discours enflammés et des promesses de justice sociale. Mais César n'est pas seulement un tribun, il est aussi un stratège militaire redoutable. Nommé proconsul en Gaule, il entreprend une campagne fulgurante. En moins de 10 ans, il soumet la quasi-totalité de la Gaule, remportant des victoires éclatantes contre des peuples farouchement indépendants, comme lors du célèbre siège d'Alésia contre Vercingétorix. Ses exploits militaires font de lui l'un des généraux les plus redoutés et les plus admirés de son temps. Mais ce succès inquiète l'aristocratie romaine. Le Sénat, dominé par ses rivaux, redoute son influence grandissante. Lorsque le Sénat lui ordonne de dissoudre son armée et de rentrer à Rome en simple citoyen, César prend une décision audacieuse. Il franchit le Rubicon, une petite rivière marquant la limite de son commandement. En prononçant ces mots célèbres, « Alea jacta est », le sort en est jeté, il déclenche une guerre civile. Face à Pompée, son ancien allié devenu rival, César multiplie les victoires. Il s'empare de Rome, poursuit ses ennemis jusqu'en Grèce, puis en Égypte, où il scelle une alliance légendaire avec la reine Cléopâtre. Triomphant sur tous les fronts, César devient l'homme le plus puissant de Rome. En 46 avant notre ère, il se fait nommer dictateur à vie. C'est la fin de la République, telle qu'elle existait depuis 5 siècles. Les institutions républicaines ne sont plus qu'une façade, et Rome est désormais gouvernée par un seul homme. Mais cette concentration de pouvoir attire les jalousies et les craintes. Le 15 mars de l'an 44 avant notre ère, César est assassiné au Sénat par un groupe de sénateurs
dont son fils adoptif Brutus. Sa mort plonge Rome dans un nouveau chaos. Mais le destin de la République est scellé. Elle ne renaîtra jamais. Dans l'ombre de César se prépare déjà l'avènement d'un nouvel ordre, l'Empire romain. Après les guerres civiles qui suivirent l'assassinat de Jules César, un nouvel ordre naît sous la conduite de son héritier, Octave, plus connu sous le nom d'Auguste. En 27 avant notre ère, il reçoit le titre d'impérator et fonde ce qui restera dans l'histoire comme l'Empire romain. C'est le début d'un âge d'or sans précédent, où Rome atteint son apogée en puissance, en richesse et en culture. L'Empire s'étend alors sur 3 continents, de l'Atlantique aux rives de la Mésopotamie, du désert du Sahara jusqu'aux plaines verdoyantes de la Germanie. Près de 70 millions d'habitants vivent sous l'autorité de Rome, unifiés par un même système politique, une même monnaie et un réseau routier impressionnant qui relie toutes les provinces. Toutes les routes mènent à Rome, dit-on alors, et ce n'est pas une simple métaphore. Sous le règne d'Auguste et de ses successeurs, une longue période de paix relative s'installe. La Pax Romana, qui dure près de 2 siècles. Grâce à cette stabilité, le commerce prospère, les sciences progressent et les arts fleurissent. Des monuments grandioses s'élèvent, le Colisée, théâtre des jeux et des combats de gladiateurs, les aqueducs qui amènent l'eau des montagnes jusqu'aux cités, ou encore les forums, centre de la vie politique et sociale. La société romaine est animée par une double identité, profondément attachée à ses traditions, mais aussi ouverte sur le monde. Les dieux romains cohabitent avec ceux des provinces conquises, les écrivains et les philosophes enrichissent la culture latine, et le droit romain jette les bases de ce qui deviendra plus tard une grande partie des systèmes juridiques occidentaux. Mais cet âge d'or n'est pas sans zone d'ombre. Derrière la splendeur des palais et la richesse des élites, les inégalités sociales persistent. L'esclavage est au cœur de l'économie romaine, et le peuple, pour être apaisé, reçoit du pain et des jeux. Pourtant, malgré ces tensions, l'Empire continue de rayonner et d'imposer son modèle. Sous les empereurs comme Trajan et Marc Aurèle, Rome atteint son extension maximale et incarne la puissance la plus redoutable de son temps. C'est une civilisation où la discipline militaire, l'ingéniosité des ingénieurs et la grandeur de la culture se mêlent pour créer un héritage qui marquera le monde durant des siècles. Cet âge d'or reste dans la mémoire collective comme celui de la grandeur romaine. Une époque où la ville éternelle imposait sa loi, sa langue et sa culture à l'ensemble du monde connu. Après la splendeur de l'âge d'or, Rome entre dans une période plus sombre, marquée par des crises politiques, économiques et sociales. Les institutions s'affaiblissent, les frontières sont menacées, et au sommet de l'État, certains empereurs deviennent tristement célèbres pour leur folie et leur cruauté. Parmi eux, l'un des plus emblématiques est Caligula. Monté sur le trône en l'an 37, il débute son règne sous les applaudissements, mais rapidement, son comportement choque. Capricieux et mégalomane, il dilapide les richesses de l'Empire dans des fêtes extravagantes et des projets absurdes. On raconte qu'il fit construire des ponts flottants, qu'il proclama son cheval consul et qu'il se prenait pour un dieu vivant. Sa tyrannie finit par lasser jusqu'à ses propres gardes, qui l'assassinèrent après seulement 4 ans de règne. Quelques décennies plus tard, un autre nom reste gravé dans la mémoire collective. Néron. Souverain en 54, il est d'abord apprécié pour son goût des arts et du théâtre. Mais bientôt, sa soif de pouvoir et son instabilité
plonge Rome dans le chaos. En 64, un gigantesque incendie ravage la ville. La rumeur accuse Néron d'avoir lui-même ordonné le feu pour reconstruire Rome à son image. Qu'il en soit coupable ou non, il s'en sert pour persécuter une nouvelle religion en plein essor, le christianisme. Exilé et abandonné, Néron finit par se suicider en 68, laissant derrière lui une réputation d'empereur cruel et décadent. Ces règnes extravagants ne sont pas des cas isolés. D'autres empereurs, comme Commode, fils de Marc Aurèle, choquent également par leur comportement. Plutôt que de gouverner, il préfère s'exhiber dans l'arène comme un gladiateur. Sa mégalomanie et ses caprices précipitent Rome dans une instabilité grandissante. Mais derrière ces figures spectaculaires se cachent de véritables crises profondes. L'Empire s'étend tellement qu'il devient difficile à administrer. Les armées autrefois loyales se retournent contre l'autorité centrale. Les généraux se battent entre eux pour le pouvoir, ouvrant une ère de guerre civile. L'économie, quant à elle, s'effondre sous le poids des impôts et des dépenses militaires colossales. Ainsi, cette période, marquée par la folie de certains empereurs et les luttes intestines, révèle les fissures d'un empire trop vaste et trop fragile. L'image de la grandeur romaine s'assombrit et le destin de Rome, qui semblait éternel, commence peu à peu à vaciller. Après des siècles de domination, l'Empire romain entre dans une lente et irréversible décadence. Ce déclin n'est pas soudain, il est le résultat d'une accumulation de crises, internes comme externes, qui affaiblissent progressivement la puissance romaine. D'abord, l'Empire est devenu trop vaste. De la Bretagne au désert d'Arabie, des rivages d'Espagne aux montagnes d'Arménie, il couvre des milliers de kilomètres. Gouverner et protéger un territoire aussi immense est une tâche colossale. Les armées doivent sans cesse défendre des frontières attaquées par des peuples nouveaux, Goths, Vandales, Huns ou Francs. Rome, autrefois conquérante, devient défensive et épuisée. Ensuite, la société elle-même s'effondre de l'intérieur. Les élites se livrent à des luttes de pouvoir incessantes et les empereurs se succèdent à un rythme effréné, souvent assassinés ou renversés par leurs propres soldats. Les légions, jadis fidèles à Rome, prêtent désormais allégeance à leurs généraux, transformant l'armée en arbitre politique. L'économie, elle aussi, est en crise. L'Empire vit au-dessus de ses moyens. Les guerres coûtent cher. Les impôts écrasent la population. Et l'inflation dévalue la monnaie. Le commerce se ralentit, les campagnes se vident, et de plus en plus de terres tombent en friche. La grandeur de Rome repose alors sur des bases de plus en plus fragiles. Un autre facteur bouleverse également l'ordre romain, la montée du christianisme. D'abord persécutée, cette religion se répand rapidement dans tout l'Empire, portée par un message universel et d'espérance. En 313, l'empereur Constantin l'autorise officiellement, et quelques décennies plus tard, elle devient la religion dominante. Si elle unifie spirituellement de nombreux habitants, elle fragilise aussi les anciennes traditions païennes qui faisaient la force symbolique de Rome. En 395, l'Empire est définitivement partagé en deux. L'Empire d'Occident, avec Rome, puis Ravenne comme capitale, et l'Empire d'Orient, dirigé depuis Constantinople. Si l'Orient parvient à résister, l'Occident, lui, s'enfonce dans le chaos. Les invasions barbares se multiplient, et en 410, Rome est mise à sac par les Wisigoths, un choc inouï pour le monde antique. Finalement, en 476, le dernier empereur d'Occident, Romulus Augustule,
et déposée par le chef barbare Odoacre. Pour beaucoup d'historiens, cette date marque la fin de l'Empire romain d'Occident. Pourtant, Rome ne disparaît pas totalement. Son héritage politique, juridique, culturel et architectural continuera de nourrir l'Europe et le monde entier pendant des siècles. Mais la ville éternelle avait perdu sa couronne. L'Empire romain qui semblait indestructible avait fini par s'effondrer. L'année 476 après Jésus-Christ reste gravée comme l'un des tournants majeurs de l'histoire. Ce n'est pas seulement la fin d'un règne, mais l'effondrement d'un monde. L'Empire romain d'Occident, après des siècles de grandeur, tombe définitivement. Depuis longtemps déjà, Rome n'était plus que l'ombre d'elle-même. Les provinces échappaient au contrôle impérial, les armées barbares franchissaient les frontières sans rencontrer de réelle résistance, et les empereurs se succédaient dans une instabilité constante. La ville de Rome, autrefois cœur battant de la Méditerranée, avait été plusieurs fois mise à sac, humiliée, vidée de ses richesses et de sa gloire. En 476, le dernier empereur, un adolescent au nom symbolique, Romulus Augustule, est déposé par le chef barbare Odoacre. Sans grande bataille ni résistance héroïque, l'autorité romaine s'éteint presque dans l'indifférence. Rome, la ville éternelle, perd sa couronne et cesse d'être le centre du monde. Mais la chute de Rome n'est pas seulement politique. C'est aussi la fin d'un mode de vie. Les routes qui reliaient l'Empire se dégradent, le commerce s'effondre, les villes se vident, et l'Europe occidentale entre dans ce que l'on appellera plus tard le Moyen Âge. Pourtant, Rome ne disparaît pas totalement. Son héritage survit dans les lois, les langues, l'architecture et même dans l'Église chrétienne, qui reprend le flambeau spirituel. La chute de Rome marque la fin d'une époque, mais aussi le commencement d'un nouveau monde. Ainsi s'éteignit l'un des plus grands empires de l'histoire, non pas dans un fracas de gloire, mais dans une lente agonie dont le souvenir continue encore aujourd'hui de hanter la mémoire des civilisations. De ses origines mythiques, avec Romulus et Rémus nourris par la louve, jusqu'à la chute du dernier empereur, l'histoire de Rome est celle d'une épopée unique au monde. Pendant plus d'un millénaire, Rome a conquis, gouverné et transformé une grande partie de l'humanité connue. Elle a bâti des routes, des aqueducs et des cités qui témoignent encore aujourd'hui de son génie. Elle a forgé un droit, une langue et une culture qui ont servi de socle à la civilisation occidentale. L'Empire romain fut tour à tour un modèle d'organisation, un théâtre de grandeur et de décadence, un lieu d'innovation mais aussi de violence et de contradiction. Sa puissance militaire, sa discipline politique et son sens de l'ingénierie lui permirent d'étendre son autorité sur 3 continents. Mais ce sont aussi les excès, les inégalités, les luttes internes et la difficulté à gérer un territoire trop vaste qui précipitèrent sa chute. Pourtant, Rome ne meurt jamais vraiment. Ses ruines majestueuses, ses monuments colossaux et ses idées continuent d'habiter nos sociétés modernes. Le droit romain inspire encore nos lois, le latin a donné naissance aux langues romanes, et l'image de la ville éternelle reste un symbole universel de puissance et d'héritage. L'Empire romain est plus qu'une période de l'histoire. Il est une leçon intemporelle. Une leçon sur la grandeur et la fragilité des civilisations, sur la gloire qui peut naître du courage et sur la décadence qui suit l'excès. Ainsi s'achève le récit de Rome, empire disparu mais jamais oublié, dont l'ombre et la lumière continuent de façonner notre monde, presque 2 millénaires après sa chute